Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle présentation du cours de mathématiques financières destiné aux étudiants de première année en économie et en gestion. Alors, je vous propose aujourd'hui une partie très intéressante sur les emprunts indivis. Alors bien entendu, vous pouvez réagir via le mail à l'adresse qui est devant vous. Commençons tout d'abord par quelques rappels. N versements, A1, A2, A3 jusqu'à AN. Ça peut être des remboursements d'une dette, ça peut être aussi des versements pour constituer un capital. Alors je rappelle les deux notions essentielles de notre cours que nous avons vues jusque-là. Tout d'abord la notion de valeur actuelle qui désigne comment on actualise les différents versements A1 jusqu'à AN pour obtenir une valeur à la date de t égale 0. Alors de l'autre côté, nous avons aussi la valeur acquise qui désigne la valeur obtenue quand on verse A1, A2 jusqu'à AN, mais calculée à la date du dernier versement, c'est-à-dire t égale n. Alors quand nous disposons d'annuités constantes, les AI sont tous égaux à la même valeur A. Et alors, dans le cadre de la constitution d'un capital, nous avions déjà vu que la valeur acquise s'obtient par la formule suivante. De même, le remboursement d'une dette, où nous avons besoin de calculer ou d'actualiser les différents montants versés, nous obtenons la valeur actuelle par la formule suivante. Donc ces deux formules ont été déjà présentées dans les séances précédentes. Prenons le cas tout d'abord du remboursement d'une dette. Tout d'abord, supposons que la dette ou l'emprunt porte sur un montant D que nous allons appeler dans la suite le capital emprunté ou le montant de la dette. Nous supposons aussi connu le taux d'intérêt, le nombre de périodes N et aussi les différents versements prévus, toujours en fin de période. Alors si ces versements sont constants, nous retombons dans le cas des annuités constantes. Et nous avons déjà des réponses, par exemple, la relation qui lie la dette aux annuités. Et on peut, à partir de cette formule, déduire le montant de A. Donc je vous laisse voir facilement que nous pouvons exprimer ce A en fonction de D. Nous obtenons donc la formule que vous avez ici. Un ou deux exemples. Tout d'abord, le calcul de l'annuité constante. Supposons qu'on veut calculer l'annuité correspondante à une dette de 20 000 dirhams sur 5 années à un taux annuel de 10%. Donc directement, la formule que nous venons de voir permet de répondre à cette question. Donc je remplace dans A le D par 20 000, le I, le taux d'intérêt par 0,1 et le N par 5. Et nous obtenons donc le résultat suivant. Un deuxième exemple, celui du remboursement d'une dette qui se fait annuellement avec une annuité. Donc là, j'inverse le problème. Je suppose que je connais le montant de l'annuité, je connais N, est égal à 10 années, et enfin, je connais le taux d'intérêt, 8%. Pour calculer D, eh bien, nous obtenons directement par la formule déjà vue le résultat suivant. Alors, voilà deux exemples qui nous mettent un petit peu, on va dire, dans le bain pour la suite de ce cours. Maintenant, nous allons passer à la partie principale de cette présentation qui présente les emprunts individuels. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on veut dire par emprunt individuel? Alors, la première des choses, nous sommes en train d'étudier la situation d'un crédit ou d'un emprunt qui suppose qu'il y a donc un emprunteur et un prêteur. La première hypothèse que nous allons considérer, c'est que le prêteur est unique,
C'est-à-dire que l'emprunteur emprunte une somme d'argent à partir d'un seul prêteur, une seule banque par exemple. Sachez que dans la pratique, un prêt peut se faire auprès de plusieurs prêteurs sous certaines conditions. Donc ici, nous supposons qu'il n'y a qu'un seul prêteur. Deuxième hypothèse de travail, nous allons supposer que le prêteur, donc il prête un montant ou un capital donné pour une durée fixe, fixée à l'avance. C'est ce que nous noterons le N comme d'habitude. Autre chose, nous supposons que le remboursement va se faire au fur et à mesure des années, c'est-à-dire que l'emprunteur va rembourser le capital emprunté, mais il va payer en plus des intérêts. Donc n'oublions pas qu'il y aura en fait deux opérations. Tout d'abord, je rembourse l'argent qui m'est dû, mais en même temps, je vais payer des intérêts au fur et à mesure. Voilà. Cette opération de remboursement se fera donc par des versements périodiques, ce que nous avions appelé dans le passé les annuités. Alors chaque annuité va répondre à ce que nous avions dit ici. C'est-à-dire, elle va rembourser le capital et en même temps payer les intérêts. Chaque annuité permet de faire deux opérations. D'abord, le remboursement du capital emprunté et en même temps payer l'intérêt de la dette. Ce qui veut dire que l'annuité, le montant de l'annuité, il sera divisé en deux parties. Une partie destinée à rembourser la somme empruntée et une partie destinée pour payer l'intérêt. C'est un petit peu l'équivalent du loyer de l'argent emprunté. Nous avons besoin d'un certain nombre de notations pour poursuivre ce cours. Je vais noter l'emprunt capital initial emprunté par D0. Nous allons noter I, le taux d'intérêt, N, le nombre de périodes, et nous allons noter A1 jusqu'à AN, les annuités qui ne sont pas forcément constantes. Alors, toujours dans le cadre des notations, nous allons noter, donc, ça je suis en train de me répéter, l'annuité de la période correspondante à la période P, je la note AP. Cette annuité sera divisée en deux parties. Une partie IP qui correspond aux intérêts à payer et une partie que je vais noter MP qui va être destinée au remboursement du montant de la dette. Donc chaque fois que je paye un montant A1 ou A2, etc., eh bien il va être divisé en deux sous-montants, si vous voulez. Un montant I1 et un montant M1, qui désignera donc le paiement, le remboursement de la dette. Alors que I désignera dans toute la suite, ben ça va désigner toujours les intérêts. Voilà, donc je précise mes notations. IP, c'est l'intérêt créé pendant la période P, et donc remboursé en fin de cette période. MP, c'est le montant destiné à rembourser la dette, que nous allons donc appeler l'amortissement. C'est pour cela d'ailleurs que nous allons parler dans la suite du tableau d'amortissement. Donc qu'est-ce que ça veut dire l'amortissement? C'est le montant que nous allons payer chaque période pour contribuer au remboursement de la dette empruntée. Alors que IP, c'est le montant payé toujours chaque période qui permet de payer les intérêts sur, on va dire, le montant emprunté. Alors je rappelle que les intérêts ici seront calculés par les formules des intérêts composés. Vous allez voir que nous allons déduire un certain nombre de relations qui vont nous permettre un petit peu
de calculer les différents éléments déjà évoqués dans ce cours. Alors commençons d'abord par une notion très importante, la notion de la dette restante en début de période. Il s'agit d'une période P. Et alors ça peut être la première période ou la deuxième ou la dernière période. Donc dans cette période P, nous avons une dette qui reste encore non payée. Parce que rappelez-vous, j'avais dit, chaque période nous allons payer une part de la dette. La dette restante va être une suite décroissante parce que elle va aller en diminuant jusqu'à la dernière période où nous payerons la dernière partie qui n'est pas encore payée. Et à la fin de la dernière période, la dette restante devrait être égale à 0. Alors retenez bien, la dette restante en début de période P, je vais la noter par dP-1. Pourquoi? Parce qu'elle provient de la période d'avant. Elle est payée en fin de la période P-1. Et entre P-1 et P, c'est-à-dire la période P, eh bien, nous avons à notre charge une nouvelle dette que j'ai notée dP-1. Comment va se calculer l'intérêt sur la dette restante dP-1? Eh bien, la formule des intérêts, vous la connaissez tous. Elle ne va pas changer aujourd'hui. On multiplie le montant de la dette fois le taux d'intérêt. Et nous obtenons donc l'intérêt à payer pendant la période P. Donc c'est une formule intéressante pour la suite. Je continue donc à poser mes éléments. J'ai déjà dit tout à l'heure que l'annuité se compose en deux parties. La partie destinée aux intérêts et la partie destinée au paiement de la dette, que nous appelons l'amortissement. Donc cette relation va nous permettre de calculer soit MP, si on connaît AP, soit de calculer AP, si on connaît MP. IP étant calculé, comme ce que je viens de l'expliquer il y a quelques secondes, par cette formule-là. Bien. Et maintenant, comment nous allons calculer la dette restante pour la période P? On va dire pour la période suivante. Elle se calcule toujours par cette formule, c'est-à-dire c'est l'ancienne dette à la période précédente à laquelle j'enlève ce que je viens de payer à la période P, c'est-à-dire l'amortissement de la période P. Donc par exemple, si j'avais une dette à payer à la troisième année, par exemple, de 50 000 dirhams, par exemple, et si à la fin de la troisième année, je paie un amortissement égal à 5 000 dirhams, c'est-à-dire je me libère d'un montant de 5 000 dirhams, eh bien combien il va me rester comme nouvelle dette restante? Eh bien j'aurai 45 000 dirhams. Je vais me libérer chaque période d'un montant, c'est-à-dire d'un amortissement que je vais calculer au fur et à mesure. Voilà justement le schéma qui va résumer la situation. Alors c'est un schéma qui paraît un peu compliqué quand on le voit d'un seul coup, mais suivez avec moi. Là j'ai la période P-1 et là j'ai la période P. Donc en début de période P, la dette que je dois payer, c'est dP-1. Cette dette va générer des intérêts, donc IP égale dP-1 fois I, et elle va permettre, une fois calculé le MP, une fois que nous avons calculé MP, nous allons connaître la nouvelle dette restante, dP, qui sera donc due pour la période suivante, c'est-à-dire la période P plus 1. Voilà la période P plus 1. Et donc, comme vous le constatez, nous allons avancer pas à pas. Une fois on connaît la dette restante,
nous pouvons déduire l'intérêt. Nous déduisons aussi, on va dire, MP. Nous connaissons l'amortissement. Et si on a MP, nous pouvons déduire aussi DP. Une fois qu'on a DP, nous passons à la nouvelle étape pour réécrire les nouvelles formules qui correspondent à la période suivante. Alors, au lieu de travailler sur un axe avec des formules en haut et en bas, en mathématiques financières, nous avons pris l'habitude de résumer tout ça sous forme d'un tableau. C'est justement le tableau d'amortissement. Alors, c'est un tableau qui résume de manière très très claire la situation. Dans la première colonne, nous notons les périodes de 1 jusqu'à n. Dans la deuxième colonne, elle est dédiée, on va dire, aux dettes restantes. Alors, ce que j'appelle aussi, je peux les appeler le capital dû, c'est la même chose. Troisième colonne, où je vais mettre les intérêts. Alors vous allez voir que les intérêts vont changer d'une période à l'autre. Pourquoi? Parce que les dettes restantes vont devenir de moins en moins grandes, c'est-à-dire ils vont diminuer et donc les intérêts aussi vont diminuer. Quatrième colonne destinée au calcul de l'amortissement et la cinquième et dernière colonne présente les différentes annuités A1, A2 jusqu'à AN. La logique de ce tableau veut qu'à la fin de tous les paiements, c'est-à-dire à la fin de la dernière période N, eh bien, on doit être libéré de notre dette, c'est-à-dire dn devrait obligatoirement être égal à 0. Et donc nous vérifierons cette relation toujours à la fin de ce tableau. Je vous fais remarquer encore une fois que les dettes restantes, c'est une suite décroissante, c'est-à-dire elle va commencer par une valeur de 0 et elle va se terminer par une valeur nulle à la fin des périodes. De même, les intérêts vont suivre parce que les intérêts se calculent sur les dettes restantes et donc c'est une suite aussi décroissante. Alors attention, les amortissements, eux, représentent une suite qui est croissante, c'est-à-dire plus on avance dans les périodes, plus la part dédiée à l'amortissement grandit. Une des questions qui permettent un petit peu de juger de la valeur d'une opération de crédit, c'est le coût de l'emprunt. Ça revient un petit peu à calculer combien nous allons payer en plus du montant que nous allons rembourser. Donc il suffit de faire en fait l'opération, le total des annuités, parce que voilà ce que nous payons, et voilà ce que nous avions emprunté au début de l'opération. Donc l'écart entre ces deux sommes s'appelle le coût de l'emprunt. La dette restante en début de période P plus 1. Je rappelle que à la fin de chaque période, ou au début de chaque période, ce qui revient au même, nous avons une nouvelle dette restante. Par exemple, à la première période, au début de la première période, nous avons toute la dette qui est à notre charge, D0. Au début de la deuxième période, la nouvelle dette restante n'est plus égale à D0. Pourquoi? Parce que nous allons retrancher l'amortissement que nous avons payé en première période. Donc nous avons une nouvelle dette restante qui se note D1. D1 égale D0 moins M. Alors regardons maintenant sur un axe comment nous pouvons calculer la dette restante en début de période suivante. Si je prends une période, la période par exemple P plus 1, la période P plus 1 c'est cette période qui est là. En début de cette période, j'ai à ma charge une dette restante DP, j'ai encore à régler N-P annuités restantes, parce que ça varie de A
P plus 1 jusqu'à AN. Donc attention, il y a N moins P annuités restantes. Là, je ne vous apprends rien de nouveau, c'est une des formules que nous avons déjà vues dans une séance précédente. On peut écrire cette formule de manière, on va dire, détaillée, comme ici. Qu'est-ce qui se passe pour la dette restante en début de la première période? Eh bien, nous avons tous les termes qui vont apparaître parce que nous avons toutes les annuités à notre charge. Très bien. Qu'en est-il pour le calcul de l'amortissement? Alors, je vais partir d'abord par la relation que nous avons déjà vue. L'annuité est toujours égale à l'intérêt plus l'amortissement. Donc, je peux déduire facilement le fait que l'amortissement, c'est la différence entre l'annuité et l'intérêt. Alors, cette formule va me servir dans la suite. Je vais chercher maintenant à établir une relation générale entre un amortissement MP et l'amortissement suivant MP plus 1. Alors, partant de ce schéma que j'ai déjà présenté tout à l'heure, tout d'abord, et je vous laisse lire, sur la période P, en début de la période P, je rappelle que nous devons calculer l'intérêt IP à partir de la dette restante à la période P-1. Nous pouvons aussi déduire la dette restante en retranchant, bien sûr, le montant MP, l'amortissement. Et je rappelle que la formule qui est toujours vraie, c'est celle qui lie l'annuité IP et MP. Alors, à partir de ces trois relations, nous pouvons dire que DP cette formule va me permettre de calculer l'intérêt pour la période suivante. Et donc, IP plus 1 sera la dette restante DP fois I. Voilà donc les choses écrites de manière claire. L'annuité pour la période P plus 1 me permet de déduire que l'amortissement de la période P plus 1, c'est AP plus 1 moins IP plus 1. Je connais la formule de l'intérêt pour la période suivante IP plus 1. Et alors, je peux déduire MP plus 1. MP plus 1 est égal à la différence entre l'annuité et l'intérêt, parce que ça c'est l'intérêt. Je rappelle que DP elle-même peut s'écrire comme étant la différence entre l'ancienne dette restante à laquelle je retranche l'amortissement. Et alors, une fois que j'ai écrit tout cela, je peux détailler et j'obtiens, je vais obtenir bien sûr la formule que j'ai ici. Donc c'est très très facile. Alors à partir de là, je vais essayer d'extraire la formule que je cherche, c'est-à-dire MP plus 1 en fonction de MP. N'oubliez pas, je cherche une relation entre MP plus 1 et MP. Donc à partir de là, regardez très bien, c'est très facile de voir que nous avons la relation en rouge. Pourquoi? Parce que j'ai MP ici et MP là, donc je le factorise. Le AP plus 1 moins AP, je l'écris ici, et c'est tout. Donc attention, cette quantité a été remplacée, c'est-à-dire la quantité DP moins 1 fois I a été remplacée par AP moins MP. Le cas des annuités constantes, vous allez voir, il y a beaucoup de simplifications et les choses vont devenir plus simples. Je rappelle qu'est-ce que vous savez des annuités constantes, c'est-à-dire toutes les annuités ont la même valeur, cette valeur étant égale à cette valeur A. Donc là, chaque fois que je trouve une valeur AI, je la remplace par A. Alors tout d'abord, je commence par les choses que nous connaissons déjà.
La dette initiale tout à l'heure, j'avais écrit sa formule étalée comme suit. Donc D0 égale. Si tous les AI sont égaux à A, eh bien on peut factoriser tous ces termes-là et il nous restera une somme que nous avons déjà exprimée avec la formule suivante. Donc on retombe sur une formule que nous connaissons déjà. La dette initiale s'exprime en fonction de l'annuité, du taux d'intérêt et de la période. Qu'en est-il pour la dette restante? Je rappelle, la dette restante, c'est ce que nous notions tout à l'heure, DP. Alors, DP, nous pouvons utiliser une des formules que nous avons vues dans ce cours précédemment, et nous remplacerons toutes les annuités par A, et nous tombons sur cette formule qui exprime la dette restante. La valeur de l'annuité, bien entendu, on peut l'extraire ou la reformuler à partir de la relation 1, c'est-à-dire la relation qui est devant vous. Donc, l'avantage d'avoir des annuités constantes, c'est aussi d'avoir des formules très simples et qui vont permettre aussi de réduire énormément l'élaboration du tableau d'amortissement. Alors, voici quelques exemples. Tout d'abord, je prends un exemple où je connais le montant de l'annuité, par exemple égale 3000, je connais le nombre de périodes, n égale 10, et je connais le taux. Donc là, je prends vraiment un exemple direct, et je veux par exemple calculer la dette initiale. Donc la formule, on l'a vue et revue, qui permet donc de déduire des zéros. Donc je remplace chaque terme par sa valeur et j'obtiens cette valeur. Si je veux maintenant calculer la dette restante, par exemple, au bout de la 4e année, c'est-à-dire D4, eh bien j'utiliserai la formule dP avec P égale 4. Je remplace et j'obtiens comme dette restante au bout de la 4e année égale à ce montant-là. Donc voilà un exemple très simple, bien sûr. Continuons maintenant le raisonnement sur les annuités constantes. Je rappelle toujours la règle, c'est que toutes les annuités ont la même valeur. Reprenons l'histoire de la dette restante, c'est-à-dire la formule que nous avons déjà établie il y a quelques secondes. La formule qui exprime dP en fonction de l'annuité, du taux d'intérêt, du nombre de périodes et aussi la période concernée. Alors à partir de cette formule, nous pouvons facilement remplacer, si vous voulez, à part sa formule. L'avantage, c'est que nous pouvons arranger tout ça parce que le i va se simplifier ici et là, et nous allons donc tomber sur une formule, une deuxième formule si vous voulez, qui exprime la dette restante, cette fois-ci non pas en fonction de l'annuité, mais en fonction de la dette initiale, sans passer par le montant de l'annuité. Donc on peut calculer au niveau de chaque période, et en utilisant uniquement la dette restante, nous pouvons déduire les dettes restantes à chaque période. Qu'en est-il pour l'amortissement? Je rappelle tout à l'heure que nous nous sommes arrêtés sur une formule qui lie MP plus 1 et MP. Donc c'est une formule générale qui devient, dans le cas des annuités constantes, très simple. Pourquoi? Parce que ce terme-là devient égal à 0. Pourquoi il est nul? Bien, tout simplement parce que les annuités sont toutes égales. Donc nous tombons sur une relation simple qui rappelle une forme de suite connue. Je rappelle, quand on a un plus 1 égale à Q fois UN. Bien sûr, Q ici
c'est I1 plus I ou I plus 1. C'est une suite géométrique de raisons 1 plus I. Et donc, pour connaître les termes d'une suite géométrique, nous avons besoin juste de connaître le premier terme et la raison. Le premier terme peut se calculer au niveau de la première période en retranchant l'annuité à l'annuité le montant des intérêts de la première période. Donc une fois que nous avons calculé M1, nous pouvons déduire n'importe quel amortissement en multipliant par le facteur correspondant. Je reprends mon exemple. Nous avions déjà calculé des zéros et nous avions le taux d'intérêt qui était 8%, donc nous pouvons déduire I1. Une fois j'ai I1, je peux calculer M1, l'amortissement de la première période. Alors la formule qui calcule M1, c'est l'annuité moins l'intérêt. Je connais le montant de l'annuité, c'était 3000. Je viens de calculer I1, c'est-à-dire 1610,4. M1 s'obtient donc avec ce calcul-là, 1389,6. À partir du moment où nous avons M1, nous pouvons déduire D1, c'est-à-dire le montant de la dette restante à la fin de la première période, c'est-à-dire pour la seconde période. Je rappelle qu'à chaque fois qu'on veut calculer une dette restante, on retranche à la dette précédente le montant de l'amortissement que nous venons de calculer. Et donc nous obtenons comme dette restante pour la deuxième période ce montant-là. On peut utiliser la formule de M2 en fonction de M1, la formule issue de la suite géométrique que nous avons établie. Chaque fois on multiplie par 1 plus I. Nous obtenons donc M2. Voilà le montant de M2. On peut calculer directement M3. Regardez, on multiplie toujours par 1 plus I. On obtient ça. Si on veut calculer M4, on multipliera encore par 1 plus I, etc. Donc, si vous voulez, dans le tableau d'amortissement, on peut directement remplir la colonne des amortissements de cette manière-là. Alors, une fois qu'on a les amortissements, on peut déduire les taux d'intérêt directement. Pourquoi? Parce que nous avons toujours la même annuité. Et nous avons calculé les amortissements, donc nous pouvons directement déduire les intérêts. Donc voilà, je calcule I2, je calcule I3, je calcule I4 jusqu'à la fin. Donc je peux remplir directement la colonne des intérêts. De la même manière, je peux aussi calculer toutes les dettes restantes. Nous avons déjà calculé D1, regardez, nous avons calculé en haut D1. Nous pouvons déduire D2. Je rappelle, il faut toujours retrancher l'amortissement. Si je calcule D2, je peux déduire D3. Et de cette manière, je peux remplir toute la colonne correspondante aux dettes restantes. Le tableau d'amortissement se remplit donc au fur et à mesure. Une petite remarque, qu'est-ce qui se passe si on décide que les annuités ne sont plus constantes? Et ce sont les amortissements qui sont constants. Donc je vais inverser un petit peu le raisonnement. Je vais supposer que les amortissements sont constants. C'est-à-dire que M1 sera égal à M2 sera égal à Mn. Et sachant que le total des amortissements est toujours égal à D0, donc leur sigma est toujours égal à D0, et comme ils sont tous égaux, ben ça voudra dire qu'ils sont tous égaux à D0 sur N. Ils ont la même valeur. Donc, dans le tableau d'amortissement
le nouveau tableau d'amortissement. La colonne des amortissements, je vais la remplir partout par D0 sur N. Donc je connais la colonne des amortissements, je dois calculer la colonne des annuités et je dois remplir la colonne des intérêts et la colonne des dettes restantes. Pardon. Donc je rappelle que les annuités ne sont plus égales. Alors quel que soit votre raisonnement, qu'il soit avec annuité constante ou amortissement constant, cette formule est toujours valable, parce que c'est comme ça que nous avions défini le lien entre l'annuité, l'amortissement et l'intérêt. Ce qui veut dire que si nous connaissons MP et IP, nous pouvons déduire AP. Alors commençons par la première période. I1, sa formule ne changera jamais, c'est la formule des intérêts composés. L'intérêt est égal à la dette fois le taux d'intérêt. Une fois que nous avons calculé I1, nous pouvons déduire que le montant de la première annuité est égal donc à M1 plus I1. Et quand on a calculé I1, on peut passer pour le calcul de la nouvelle dette restante. Je rappelle que la formule d'une dette restante, c'est toujours la dette précédente moins l'amortissement de la période en question. Donc je calcule D1, je déduis I2. Là, je suis obligé de passer par, à chaque étape, si vous voulez, pour calculer l'intérêt, d'utiliser la formule des intérêts composés. Une fois que j'ai I2, et j'ai aussi M2 qui sont tous égaux à D0 sur N, je peux déduire A2. Bon, je ne l'ai pas écrit, je vais l'écrire en stylo. Le montant de A2 sera égal à la somme, alors la somme de I2 et de M2. Donc M2 plus I2. Et je continue de cette manière jusqu'à remplir, on va dire, tout le tableau d'amortissement. Remarquez, qu'est-ce qui se passe dans le même exemple que tout à l'heure? Alors, est-ce que c'est le même exemple? Oui, je reprends le même exemple. Je rappelle que la dette, nous l'avions calculée ensemble. Elle était égale à ce montant. Nous avions le taux d'intérêt 0,8% et le nombre de périodes égal à 10. Alors, si l'annuité n'est plus constante, et si on considère que l'amortissement est constant, ben on peut calculer d'abord le montant de tous les amortissements. Ils sont tous égaux à 2013. À partir de là, je peux calculer I1, le premier intérêt, si vous voulez, de la première période, montant de D02 de la dette fois I, j'obtiens 1610,4. À partir de là, je peux déduire aussi le montant de la première annuité en faisant la somme de M1 plus I1. Je continue, je déduis le montant de la dette restante pour la deuxième période, qui se note D1, en retranchant le montant de la dette pour la première période moins l'amortissement de la première période, j'obtiens 18 117. Je vous laisse vérifier. Une fois que j'ai calculé D1, je vais calculer I2, je vais calculer A2, ainsi de suite. Je vous laisse quelques exercices. Là, j'ai repris quelques exercices d'un ancien examen. Je vous demande de les faire. Bon courage et à bientôt.